Bonjour à tous et bienvenue à la 4e journée nationale de l'innovation en santé numérique. Sans plus attendre, je vous propose de diffuser la vidéo de Madame la Ministre qui n'a pas pu être avec nous, mais qui a tenu à ouvrir cette journée. Monsieur le secrétaire général pour l'investissement, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'introduire cette 4e journée nationale de l'innovation en santé numérique. Une journée devenue incontournable pour notre écosystème, placée cette année sous le signe de l'intelligence artificielle et des données de santé. Je regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je souhaitais m'adresser directement à vous pour saluer la richesse des dynamiques que nous avons su bâtir ensemble. 4 ans après son lancement, la stratégie d'accélération santé numérique de France 2030 poursuit son ambition, soutenir les innovateurs tout au long du cycle de vie de leurs projets. Cette stratégie est complétée par 2 grands défis pour promouvoir le numérique au service de la santé mentale et du bien vieillir. Avec plus de 550 millions d'euros engagés, elle a permis de financer plus de 660 porteurs pour environ 350 projets lauréats sur l'ensemble du territoire. Plus de la moitié de ces projets concernent des solutions d'intelligence artificielle dans les parcours de santé. C'est une preuve de vitalité et de confiance. La France explore, évalue et avance pour faire de l'IA un outil au service du soin et de la prévention. Cette journée est aussi l'occasion de célébrer les 5 ans de Genius. Ce guichet accompagne plus de 500 000 innovateurs avec 12 partenaires publics mobilisés. Il illustre la dynamique collective que nous portons, innover ensemble pour tous et partout. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement du 2e volet de la stratégie nationale intelligence artificielle et données de santé. Fruit d'un travail collaboratif réunissant plus de 70 acteurs et enrichi par une large concertation publique avec plus d'une centaine de contributeurs, cette stratégie vise à structurer et à accélérer les usages de l'intelligence artificielle dans notre système de santé. L'objectif est clair, faire de l'IA un levier concret d'amélioration du soin et de la prévention au service de la qualité, de la sécurité et de l'éthique. L'intelligence artificielle transforme déjà nos pratiques. Elle améliore les diagnostics, renforce la prévention et libère du temps médical. Mais elle ne remplacera jamais la relation de soins. Elle peut au contraire l'amplifier. Les maisons France Santé s'inscrivent pleinement dans cette ambition. C'est un réseau de soins qui permettra à chaque Français d'accéder à un médecin en moins de 48 heures et à moins de 30 minutes de chez lui. Mais c'est aussi un lieu d'innovation, notamment numérique. Je pense ici à la télémédecine, aux outils d'intelligence artificielle qui facilitent la vie des professionnels de santé, ou encore à ces solutions d'aide au diagnostic qui modernisent la pratique médicale. Nous soutenons d'ailleurs dans le PLFSS une mesure visant à intégrer l'intelligence artificielle dans les logiciels des professionnels pour sécuriser et simplifier la prescription. Un exemple concret d'innovation utile qui allège les contraintes administratives et renforce la qualité du soin. Notre responsabilité collective est d'en faire une alliée de confiance, éthique, humaine. C'est dans cet esprit de responsabilité partagée que nous lançons aujourd'hui une gouvernance renouvelée du numérique en santé. Avec l'arrivée de l'espace européen des données de santé, cette gouvernance devient pérenne, transparente et partagée. Faire de la France un leader de la santé numérique, c'est notre ambition commune. C'est une ambition profondément européenne et humaniste, celle d'une innovation qui met la technologie au service du soin et le soin au service des personnes. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très belle journée, beaucoup d'inspiration pour bâtir ensemble la santé numérique de demain. Je vous remercie. Donc vous avez déjà une présentation de ce qui vous attend sur cette journée, je ne reviendrai pas dessus, mais traditionnellement, depuis bientôt 1 an maintenant, on ouvre cette journée avec une intervention particulière qui vise à nous faire prendre un petit peu de hauteur, à réfléchir sur nos sujets et des sujets connexes. Donc j'ai le plaisir d'inviter le professeur Fabrice André,
sur scène pour nous faire réfléchir. Donc, il est oncologue, directeur de la recherche de Gustave Roussy, également président de l'ESMO, la Société européenne d'oncologie médicale, qui représente presque 50 000 membres. Fabrice. Ouais, je vais peut-être utiliser. Je vais laisser ça. Ok, ben, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis directeur de la recherche de Gustave Roussy. Donc en fait, Aymeric m'a demandé de plancher sur la question de IA et recherche clinique. Donc on va vraiment se concentrer sur ce sujet très précis. Hop. Donc on va avoir deux parties différentes. La première partie, c'est finalement en quoi l'IA va aider sur la partie opérationnelle de la recherche clinique. Et après, on verra une deuxième partie de la présentation, une question plus scientifique, qui est aujourd'hui en quoi les IA génératives deviennent le cœur en fait de la décision en oncologie. Par contre, je ne vais pas du tout discuter deux sujets qui sont, un, les biomarqueurs générés par IA ou à base d'IA, parce qu'en fait, pour nous, c'est des biomarqueurs standards, et deuxièmement, les surrogates créés par IA. OK ? Et je suis désolé, je vais devoir voir l'écran parce que je n'ai pas de truc pour voir devant. Donc, premièrement, c'est quoi les deux problèmes? D'accord ? Et après, on verra si on peut trouver des solutions. Donc, le premier problème pour nous en recherche clinique, c'est les procédures, en fait, sont beaucoup trop complexes et globalement, les essais cliniques se complexifient. Donc, là, vous avez donc un exemple. Vous pouvez voir sur la dernière colonne le changement en termes d'augmentation. Par exemple, nombre de procédures par étude, vous voyez, plus 57%. Nombre de ce qu'on appelle case report form par protocole, plus 227%. Donc en fait, ça c'est très simple et c'est un premier problème, c'est aujourd'hui la recherche clinique, en oncologie, je ne sais pas ailleurs, je suis désolé, en fait, elle devient infaisable. Donc ce n'est pas juste qu'elle devient plus compliquée, c'est que parce qu'elle devient compliquée, en fait, elle ne peut plus être réalisée. Et donc, les patients, ils n'ont pas de changement de pratique. Donc, du coup, ça entraîne moins d'études, moins de patients, plus d'inégalités d'accès à la recherche clinique, puisqu'évidemment, il n'y a plus que les gros centres qui peuvent avoir l'infrastructure pour faire ça. Et en ce qui concerne peut-être un peu plus la journée aujourd'hui, c'est du coup moins de data pour les IA génératives, puisque à côté des EHR, donc Electronic Health Report, nous, on pense quand même que les données, notamment moléculaires, sont très importantes, et on verra ça après. Okay ? Du coup, les solutions pour ça, il faut simplifier à outrance. Et donc là, il y a deux solutions. Soit on automatise, soit on supprime des procédures. Et probablement qu'en fait, il faut faire les deux. D'accord ? Donc là, c'est le premier problème qu'on rencontre, nous. Et d'ailleurs, c'est bien décrit, enfin, c'est décrit dans ce papier-là qu'on avait fait dans Lancet sur comment il faut vraiment simplifier à outrance, sinon on ne va pas pouvoir faire la recherche clinique. La deuxième problème, on verra après comment ils se connectent, mais là, il faut juste placer les problèmes. Le deuxième problème, c'est le fait qu'aujourd'hui, en fait, les classifications de cancer sont totalement inappropriées pour développer de la recherche clinique. On sait tous, les cancers, ils sont classés par organes. Donc, par exemple, on dit cancer du sein, cancer de la peau, cancer du côlon, du poumon. Mais en fait, un cancer, c'est avant tout une maladie liée à de la biologie. Ce n'est pas une maladie anatomique. D'accord ? Et donc là, il y a besoin de complètement changer de paradigme sur c'est quoi le cancer, comment on les classe. Et donc aujourd'hui, on essaie d'évoluer vers une situation où on classe les cancers à l'échelle moléculaire. D'accord ? Et en fait, à force de les classer à l'échelle moléculaire, chaque patient il devient un petit peu unique, d'accord ? Et on évolue vraiment aujourd'hui vers en fait, ce qu'on appelle un patient virtuel, d'accord ? Décrit au niveau moléculaire. D'accord ? Donc ça, c'est très important. On reçoit les données cliniques, le séquençage à haut débit, les données de protéines, et à la fin, le patient, il est visualisé sous la forme d'une maladie virtuelle, d'accord, parfois digitale d'ailleurs, d'accord, mais qui est unique. Okay, donc ça pose un problème. D'accord, donc c'est ce qu'on a aujourd'hui, en fait, ce qu'on a dans les années qui arrivent, un jumeau virtuel avec toute l'information sur la biologie, okay, disponible sur un support digital. Et donc ça, en fait, on va voir dans la deuxième partie en quoi
ça doit changer comment on fait la recherche clinique. Okay, donc là, on a 2 problèmes qu'on va essayer de résoudre dans les 11 minutes qui restent. Parce que j'ai le timer. Donc, premièrement, d'accord, donc ça, c'est le récapitulatif. Donc, intelligence artificielle et recherche clinique. Première question, c'est comment on revitalise la recherche clinique, qui aujourd'hui s'essouffle complètement, grâce à l'IA. Et donc là, on est uniquement dans une question qui est opérationnelle. On n'est pas dans une question médico-scientifique. Okay, mais on l'a tous compris, c'est de l'opérationnel qu'en fait, on va pouvoir ensuite faire du médico-scientifique. Si l'infrastructure n'existe pas, on ne peut rien faire du tout. OK? Alors, comment l'IA et les technologies digitales vont changer la conduite de la recherche clinique? D'accord? Avec, donc ça, j'ai piqué ça à Mme Franzoy et Gustave Roussy, avec 4 axes. Désolé, il reste quelques reliquats de français, mais 4 axes. Simplifier les procédures, augmenter l'engagement des patients, améliorer les collections de données et promouvoir un accès égal. D'accord? Donc on va un petit peu revoir 1 ou 2 minutes sur chacun de tout ça. Premier élément, hop, la saisie de données. On a vu un problème majeur, c'est plus 200% de procédures, plus 50% de données qu'on remplit. Est-ce qu'on peut simplifier les données? Et donc là, on va voir comment l'IA peut permettre ça. D'accord? Donc le recueil de données pour un essai clinique peut-il être fait par IA, avec derrière un ensemble d'impacts, réduire le coût de la recherche clinique et donc rendre faisables les études, allouer les ressources humaines sur des tâches plus complexes et plus gratifiantes, et collecter plus de data, puisque vous qui faites de l'IA, vous avez besoin des données pour les IA génératives. Okay, donc, exemple. Donc, j'ai pris l'exemple qu'on fait nous, grâce à France 2030. On a ce programme qui est fait avec cette compagnie qui s'appelle l'IFEN, et la question est très simple. Quelles sont les erreurs de remplissage de ce qu'on appelle un case report form, si d'un côté, c'est un humain qui saisit la donnée, et de l'autre côté, c'est une IA. Voilà. Okay, et donc, quand même, vous pouvez voir que l'IA, c'est ce qui est à droite, d'accord? IA, et donc vous voyez le taux d'erreur de remplissage, 7%. Bon. De façon intéressante, le taux d'erreur de remplissage manuel était à 14%, d'accord? Avec des très grandes hétérogénéités selon les centres. Évidemment, j'ai enlevé la diapo où était mentionné quel centre était bon et quel centre n'était pas bon. Sachant qu'en plus, ça ne va pas toujours en notre faveur. Donc voilà. Donc là, finalement, l'IA, elle a l'air de faire mieux que l'humain. Évidemment, quand on mixe les deux, là, c'est amélioré, il n'y a plus que 4% de taux d'erreur. OK? Alors, juste un truc intéressant, avant qu'on passe à l'autre sujet. En fait, les erreurs de l'IA, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne portent pas sur des données au hasard. En fait, c'est certains types de données sur lesquelles il y a des erreurs, notamment les données qui contiennent des dates. D'accord? Donc là, nous, on a tout un travail maintenant avec notamment Centrale Supélec pour vraiment, là où l'IA, entre guillemets, a des taux d'erreur importants sur ces sets de données, vraiment améliorer grâce à de l'ingénierie de données. Deuxième point, après on peut passer à autre chose, on a un gros problème en santé, c'est la terminologie. En fait, c'est hyper intéressant de discuter avec des gens qui font de l'IA fondamentale, parce que vous dites, les amis, en fait, le même patient va avoir 2 médecins différents, votre rapport est complètement différent. Et vice-versa, vous utilisez le même mot, enfin, on utilise le même mot, pour 2 choses complètement différentes. Donc là, il y a un vrai sujet que doivent s'approprier les sociétés savantes, c'est un sujet d'ontologie et de terminologie. On ne peut pas faire de l'IA si, au départ, le support, la donnée ne veut pas dire la même chose. D'accord? Donc ça, c'est une petite aparté, mais je pense que pour votre journée, c'est très important. Alors, simplifier les procédures, d'accord? On a vu plus de 200% de procédures. Ce n'est pas possible. Et moi, je vois au quotidien, donc je suis directeur de la recherche, il y a 1400 personnes qui font de la recherche à Gustave Roussy, et j'ai régulièrement des jeunes, 30 ans, un peu plus, MD, PhD, qui voulaient casser la baraque. Et en fait, ce qu'on leur demande de faire, c'est des procédures dont la plupart du temps ne servent strictement à rien. Et c'est vrai. Et du coup, ils se découragent. Et ils se découragent, donc ils ne font pas d'essais cliniques, ils perdent l'énergie, et puis ils vont faire autre chose. Ça, c'est une réalité du quotidien. Donc, comment on peut améliorer les procédures? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de solutions. Ouais, mais par exemple, screening des études cliniques, si vous utilisez ChatGPT pour screener les patients pour les études cliniques,
vous diminuez la durée par patient. Conduite des essais cliniques, le suivi à distance. Il y a pas mal de projets qui ont été financés depuis quelques années pour le suivi à distance des patients. Les patients rentrent même leurs données, notamment les patient reported outcomes. En oncologie, c'est important, mais dans toutes les disciplines. Et donc, on peut faire aussi des études décentralisées avec des remplissages à distance. Donc ça, c'est dans la conduite des essais cliniques, c'est en train de rentrer, en tout cas, nous, dans nos essais cliniques qu'on est en train de monter. Alors, biosenseurs, je ne vais pas en parler parce qu'en oncologie, on en fait très peu et vous êtes beaucoup plus experts que nous, mais évidemment, petit à petit, les biosensors également permettent de recueillir la donnée. Donc là, c'est juste, il y a la saisie de la donnée. L'IA, on a vu, ça commence à sortir. Dans la conduite de l'essai, on voit quand même que ce soit dans les screenings, que ce soit dans le recueil de données à distance, les patient reported outcomes, les IA, elles apportent quelque chose. Okay, donc là, rappelez-vous, on est vraiment dans l'opérationnel, là. D'accord ? Les challenges, on ne va pas tous les voir. Premier problème, solution trop fragmentée. Et ouais, si on a une compagnie qui nous pose une solution pour un truc, une autre sur autre chose et une autre sur autre chose, nous, on ne peut pas gérer ça. En fait, ce qu'il faut, c'est que vraiment avoir des solutions qu'on appelle comprehensive, où on dit, voilà, on travaille avec un interlocuteur qui a toute la chaîne de production et d'opération de la recherche clinique. Okay. Régulation, je ne vais pas en parler parce qu'en fait, j'ai que 15 minutes. Et là, en fait, et de toute façon, on ne règle pas les problèmes. Donc, en fait, à la fin, ça ne sert même plus la peine d'en discuter. Standardisation, on l'a vu. OK ? Dernier point peut-être pour ça, patient empowerment. Est-ce que les patients vont participer? Est-ce qu'ils savent qu'il y a de la recherche clinique? De plus en plus de solutions qui utilisent un petit peu d'IA sont en interface avec les professionnels de santé ou les patients pour leur dire où est-ce qu'il y a une étude clinique qui correspond à ce que vous avez. OK ? Donc là, on bascule maintenant. Là, on a vu les opérations cliniques. Mais on va se rappeler qu'on peut prendre de la hauteur. À la fin, s'il n'y a pas l'infrastructure, on ne pourra jamais rien faire. Et donc, on ne fera que discuter. L'infrastructure, l'opération, c'est quand même ce qui fait que tout le reste, ensuite, est faisable. OK ? Alors maintenant, deuxième partie, là, on bascule dans un truc qui n'a plus rien à voir, qui est, demain, en oncologie, comment les gens vont penser pour prendre les décisions médicales. Et qu'est-ce que ça a comme impact pour la recherche clinique ? Donc le futur en oncologie, c'est vraiment ce qu'on a eu présent, c'est le jumeau de patient. Alors on l'appelle jumeau digital, jumeau biologique, jumeau virtuel et tout. À la fin, c'est quoi ? C'est un patient représenté par, en ce qui nous concerne, nous, de ce qu'on fait dans notre institut hospitalo-universitaire, c'est les mécanismes biologiques du cancer. Okay ? Donc on dit un patient, il est représenté par les mécanismes biologiques du cancer et les données cliniques. Et demain, c'est ça qu'on va finalement avoir comme base de décision médicale. Et donc là, je vais juste introduire 3 étages, d'accord, de comment on utilise ces jumeaux. Première utilisation, qui est la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle les similarités de patients. Bon, là, c'est assez simple, mais je veux juste dire qu'en fait, on le fait déjà, ça. D'accord ? On dit, les patients similaires, c'est le futur. Non, en fait, en oncologie, moi, je m'occupe de patientes qui ont le cancer du sein, et quasiment toutes les patientes, j'utilise, par exemple, cette application, avec un site Internet. Et voilà, la question, c'est que s'est-il passé pour un groupe de patients qui a les mêmes caractéristiques que le vôtre ? Voilà, la question, elle est simple. Donc, je rends toutes les données de la patiente. Et donc, finalement, ce que je crée, c'est un jumeau de la patiente, parce que je rends toutes les données qui existent. Okay ? Et le site Internet me dit, voilà, toutes ces données-là, on les a rentrées, on a une base similaire, et chez les patients qui avaient la même caractéristique, il s'est passé ça. Et quand vous savez ce qui s'est passé, s'il y a eu 10% de bénéfices de chimio, évidemment, vous allez utiliser de la chimio. Okay ? Ça, moi, je veux vraiment souligner que c'est vraiment un paradigme shift en termes de preuves médicales qui soutiennent la décision. Et il faut vraiment qu'on ait tous conscience de ça. Jusqu'à maintenant, on dit un essai randomisé, la drogue marche quand le patient a un critère d'inclusion, alors je donne la drogue. C'était ça le support de la décision. Là, maintenant, on tourne vers quelque chose qui n'a plus rien à voir. On dit, je construis un patient virtuel
plus ou moins sophistiqué, mais c'est un patient virtuel, et je regarde qu'est-ce qui s'est passé chez d'autres patients. D'accord ? Donc on n'est plus du tout dans le même utilisation des données pour prendre la décision. Un pas plus loin, qu'est-ce qu'on a? Un pas plus loin, on a ce qu'on appelle, donc on avait les similarités de patients, deuxièmement les IA génératives. D'accord ? Le principe est le même. Vous rentrez toutes les données de votre patient, donc vous avez un jumeau de patient, là encore plus ou moins sophistiqué, et vous dites à une IA générative, tiens, est-ce que tu peux me retrouver dans soit des banques de données, soit de la connaissance, comment je peux traiter le patient? ChatGPT, pour donner des décisions en oncologie, lorsque vous l'ajustez de façon appropriée, donne des décisions qui ne sont déjà pas si mauvaises que ça. D'accord? Donc ce qu'on veut, c'est ça. D'accord? Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on fait, nous, dans notre IHU. À gauche, vous avez le patient virtuel. Nous, notre vision, c'est que c'est la biologie qui drive le cancer, donc on veut tout axer sur la biologie. D'autres ont des opinions différentes et utilisent d'autres données peut-être. Mais nous, on dit, on veut un jumeau biologique, avec le séquençage, le RNA sec, le single cell spatial, les protéines, etc., etc. À droite, vous avez ce qu'on appelle les cartes de connaissances. Les bases de données, très importantes, similarité de patients, les cartes de connaissances, la littérature scientifique et les guidelines. D'accord ? Et à la fin, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est-à-dire comment j'interroge des cartes de connaissances pour donner le meilleur traitement aux patients virtuels. Vous voyez le truc? Donc, à gauche, le patient virtuel, droite, les cartes de connaissances. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quelle est l'IA générative qui va dire je capte toute l'info du patient et je vais chercher dans toutes les bases de données ou la littérature comment on traite le patient. OK? Donc ça, demain, c'est le centre de la recherche clinique. D'accord? Le centre de la recherche clinique du futur, ce n'est pas les médicaments. C'est une IA générative qui dit à un médecin comment tu dois traiter le patient, voire même avec des médicaments qui n'existent pas encore. Alors ça, après, on peut en discuter, mais voilà. OK? Et donc, comment on met ça en route? Grand programme de recherche clinique, 10 000 patients avec cancer métastatique, d'accord? Et en fait, on fait des essais cliniques séquentiels, 1000 patients par essai clinique, et à chaque fois, au terme des 1000 patients, l'IA se réentraîne sur les données qu'on a apprises. Okay? Et à la fin, on espère valider, construire étape par étape et valider une IA générative qui va dire, quand il y a toutes ces caractéristiques biologiques, j'interroge les bases de données, j'interroge la littérature et les guidelines, et je peux dire précisément quel traitement il faut. Et je le répète, traitement connu ou traitement pas connu. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on veut quand même, c'est dire, ce patient-là doit avoir ce traitement, il n'existe pas, ok, on le construit. Et dernier élément dans l'étage, il y avait les 6 milliards de patients, on le fait déjà depuis 10 ans quand même, les IA génératives et ensuite la simulation, où là on sort un peu de l'IA. La simulation, c'est quoi? Je crée le cancer, je recrée vraiment le cancer, pas virtuel. J'ai le cancer dans des boîtes de pétri, entre guillemets, et je teste quelle drogue marche sur ce cancer. Bon, là, je n'ai pas eu dans le détail, ça sort un peu du sujet, parce que ce n'est pas vraiment de l'IA, mais ça, on le fait. Vous voyez, ça, on le fait. On a un programme où on prévoit d'inclure 1000 patients, on a l'organoïde, le cancer dans la boîte de pétri, et on met les médicaments, ou on met des CRISPR-Cas9, du KO, de l'engineering, et on regarde ce que la simulation donc du virtuel, du patient virtuel, du cancer virtuel, nous dit d'utiliser comme données, comme traitement. Ça, c'est un exemple d'essai clinique qui utilisait ceci. Essai de faisabilité, évidemment, je n'ai pas entré en détail, je suis un petit peu en retard. Conclusion. L'IA et la digitalisation peuvent augmenter les capacités de recherche clinique, et je le répète, on peut rêver autant qu'on veut sur la planète, faire autant de trucs de vision et tout, si à la fin on ne peut pas délivrer les choses, parce qu'on n'a pas l'infrastructure et la réglementation est trop compliquée, on ne peut rien faire. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le truc super, super important, voilà. Notamment pour que les talents puissent vraiment faire ce qu'ils veulent, quoi. Impact attendu, on va passer. Obstacle à la mise en œuvre réglementaire, on ne va pas en discuter là. Médecine individualisée est en train de se développer avec 3 modalités, les 6 milliards de patients, les IA génératives et les simulations. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Fabrice. Si j'ai bien compris, en plus des jumeaux virtuels, sosie virtuels également. C'est une mise en abîme sur le jumeau virtuel.
Dans le programme, effectivement, ça a été mentionné, il y a eu du financement France 2030 qui sont importants pour l'avenir de la santé, même si le programme est bien plus large. Et donc, pour nous parler un petit peu de ça, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Quelle entrée, formidable. Bien, bonjour à tous. Moi, on a tous les deux, avec Fabrice, la difficile mission de sortir les gens après le repas. Hein. C'est le moment de la sieste. Mais moi, je vais vous parler de chiffres. Alors, je ne sais pas si ça va bien marcher. Je vais vous parler simplement de la logique de financement de cette révolution numérique, spécifiquement dans la santé aujourd'hui. Mais quelle était la logique qui a prévalu au gouvernement, puis vous donner peut-être quelques éléments chiffrés d'où on en est et où on essaye d'aller. Alors, sur la logique, l'idée, ça a été, en octobre 2021, le président de la République a annoncé le plan France 2030 avec une approche très ambitieuse. D'abord, c'était un plan par sa taille, 54 milliards d'euros dédiés à l'innovation, qui a été quand même pratiquement au double de tous les PIA, les plans d'investissement d'avenir cumulés qui avaient lieu les années auparavant. Donc vraiment l'idée de remettre, après cette période très difficile qui a été le Covid, après le plan de relance, qui avait été de restaurer l'outil industriel, d'essayer de dire, pour répondre, pour relever les défis du siècle, la transformation fondamentale de notre société chenille fossile en papillon électrique, il fallait vraiment que la France se mette au niveau dans plein de domaines différents, avec des objectifs particulièrement ambitieux qui sont traduits par des objets, non pas des secteurs, mais des objets. C'est pour ça que j'aime pas trop parler des différents domaines dans lesquels intervient France 2030. Je préfère parler des objets parce qu'on s'aperçoit qu'en fait qu'on a énormément, comme en bon français, de serendipity, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand on plonge dans le domaine de l'innovation, on vient d'en avoir une démonstration avec l'IA et la santé. On a des convergences multiples, on a des associations multiples et qu'on ne peut finalement traiter le problème de l'innovation que de façon assez systémique et sans rester dans des verticales classiques, dans des silos classiques de formation. Alors, à date, juste une information générique sur France 2030, c'est 40 milliards qui ont déjà été engagés en 3 ans, c'est 7800 projets dans plein de domaines différents d'innovation et comme j'ai dit tout à l'heure, qui se nourrissent les uns les autres. Mais si on recentre un petit peu sur le département santé de SGPI, que je pilote, qui s'appelle l'Agence Innovation Santé. Également, il y avait un programme de développement spécifique et qui intégrait également, évidemment, la santé numérique. Alors, aujourd'hui, c'est 32 actions sur ce secteur, avec 15 appels à projets différents et différents guichets qui ont tous été ouverts. Donc, la stratégie est en place, elle est même opérationnelle. C'est 120 nouveaux projets lauréats cette année. Donc chaque année, il y a énormément de lauréats. Alors on est très sélectif, c'est à peu près un dossier sur 3, un dossier sur 4 qui est retenu par des jurys qui jugent de la pertinence et de la qualité des projets, qualité généralement exigée au niveau de l'échéance, et qui vont vraiment de la formation jusqu'à la production et donc l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on couvre vraiment toute la gamme. Comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des produits nouveaux. Par exemple, la stratégie de l'AIS, il y a un marqueur qui est important, c'est 60 biomédicaments fabriqués en France d'ici 2030. Donc on suit à la trace ces différents biomédicaments de leur mise au point, des recherches cliniques jusqu'à leur mise sur le marché. Je pourrais vous donner ça comme exemple. C'est 550 millions d'euros à date qui ont été engagés sur cette stratégie santé. Et en tout, c'est à peu près 350 projets, ce qui représente à peu près le double en termes de lauréats, parce que nombre de ces projets sont en consortium entre soit différents laboratoires, soit des laboratoires des entreprises, soit des mélanges laboratoires, universités, entreprises. Enfin, il y a beaucoup de cas de figure. Donc, beaucoup de personnes ont bénéficié de ces financements. J'aimerais quand même vous en citer 2-3 exemples. Ça me semble important de l'illustrer dans le domaine de la formation, par exemple, en santé numérique. 70 000 étudiants formés à ce jour. L'objectif, c'est d'en former 130 000 par an. Donc de les sensibiliser, de les former
à ces nouveaux outils. On en a vu un bel exemple juste avant mon intervention sur tout ce que ça pouvait apporter dans le domaine de la santé. Il y a certainement encore d'autres pistes, plein d'autres pistes à explorer. Et ça commence par la formation. Ça commence par changer un peu l'état d'esprit au départ des étudiants qui rentrent dans ces métiers-là et de leur donner un peu une ouverture de chakra pour dire oui, on est bien en train de vivre une vraie révolution. L'IA en est le parfait exemple. On est en train de vivre quelque part, après l'outil qui a été enseigné dans des temps immémoriaux pour améliorer la dextérité, même en santé, hein, par exemple de la chirurgie. Après la machine, qui a permis de faire des avancées également assez spectaculaires dans tous les domaines et également dans le domaine de la santé, ben voilà l'heure de l'intelligence artificielle, l'heure des robots, et qui permet donc d'améliorer considérablement les capacités cognitives et les capacités de prise de décision, et donc de véritablement fabriquer des métiers augmentés. Et donc il est important de les former dès le plus jeune âge, j'allais dire, dès l'entrée dans leur vocation professionnelle, de former ces scientifiques de la santé à ces nouveaux métiers. Et je pense que c'était une des priorités qu'on s'était données. Le deuxième cas de figure, j'évolue dans la chaîne, c'est les projets de recherche, sur lesquels on finance énormément de projets de recherche pour véritablement explorer des nouveaux secteurs. À aujourd'hui, il y a 22 projets de recherche, par exemple, qui sont en cours de transfert de technologie pour passer de la phase recherche vers la phase produit. C'est aussi l'atteinte d'objectifs de ce type-là, c'est-à-dire pas faire de la recherche simplement qui reste dans les laboratoires, mais qui sortent des laboratoires pour devenir des produits demain. Si je continue dans ma lancée, les évaluations cliniques également sont très importantes dans nos moyens de financement à France 2030, pour pouvoir véritablement aussi donner une dynamique plus importante à faire des tests sur ces recherches. Je voudrais vous citer deux exemples. Le projet Odyside, qui est porté par Tilac Healthcare, qui est en train de se développer, notamment dans Pécan, qui est de la télésurveillance en ophtalmologie. Un deuxième projet qui est Curity Tech Care, qui est porté par la société Curity et qui également faut faire de la télésurveillance, cette fois-ci en oncologie. On a parlé tout à l'heure de la télésurveillance et son exploitation en IA. Ça fait partie des projets qu'on finance. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais être assez synthétique. Je voudrais trois choses. La première, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a des dossiers qui arrivent en masse, il y a des sélections qui sont efficaces, mais il y a aussi un interministériel qui fonctionne bien. C'est-à-dire que la spécificité du SGPI, le secrétaire général pour l'investissement, c'est de travailler pour le Premier ministre, mais avec tous les ministères. Et là, il y a une dynamique interministérielle qui est particulièrement efficace, avec l'objectif clairement de faire une cohésion de l'action de l'État, qu'elle soit sur le plan financier, sur le plan réglementaire, sur le plan non financier en général. Et ça, c'est une satisfaction de savoir quand même que c'est assez opérationnel et que justement, ce n'est pas isolé dans un ministère, mais ça travaille bien dans une dynamique interministérielle et assez harmonieuse. La deuxième chose, c'est que nous ne nous contentons pas de faire du financement d'une façon isolée, mais on essaye de l'utiliser en effet de levier pour que d'autres financements complémentaires viennent abonder à tous ces efforts que fait l'État à travers France 2030. Notamment, l'ONDAM a abondé, par exemple, les entrepôts de santé pour plus de 35 millions d'euros, ce qui veut dire que vraiment, là, il y a des dynamiques collectives qui se mettent en place et ça fait partie également de ce privilège de faire de l'interministériel et de pouvoir discuter avec tous les ministères pour aller chercher des leviers complémentaires. Le ministère de la Recherche, par exemple, a financé les projets Fresh et France Cohorte pour que véritablement on puisse travailler en pivot avec France 2030, mais en collaboration complète avec les ministères, comme je venais de le dire. Le dernier exemple, c'est les tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique qui nous permettent justement de réaliser ces fameuses serendipity où on retrouve beaucoup de compétences mélangées, pouvoir faire des échanges entre les spécialités et arriver à se dire tiens, ça j'y avais pas pensé, on pourrait peut-être associer tel
telle technologie, tel algorithme, telle idée qui sert dans un domaine particulier et l'appliquer à des domaines du numérique en santé. Je crois que c'est important. On étend également ça au niveau international, puisque nous avons les programmes export du SGPI qui fonctionnent également. Alors, en parlant d'international, j'irai jusqu'à vous dire, je souhaite et j'encourage d'aller chercher les financements complémentaires en Europe. On y travaille d'arrache-pied. Ce n'est pas une tâche facile, parce que chaque pays européen a des stratégies très différentes en innovation, encore plus en innovation en santé. Mais on y travaille et je pense qu'il y aura des effets de levier prochainement à trouver avec l'Europe qui me semblent importants. Donc si je voulais résumer ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que l'État est à côté effectivement de cette révolution numérique globale. Il est à côté des chercheurs en santé, plus spécifiquement aujourd'hui, puisque c'est l'objet de votre demi-journée. Je pense que la dynamique qui est en train de s'installer, c'est surtout la démonstration que les talents français dans ces domaines-là sont importants, qu'ils soient dans des domaines très techniques, j'allais dire informatiques et numériques. On peut encore en attendre encore plus, puisqu'on finance également du quantique, qui est une étape encore supplémentaire par rapport au numérique, qui permettra de gérer encore plus de données. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on peut explorer des voies jusqu'à là relativement ignorées dans le domaine de la santé, la complexité de molécules ou d'êtres vivants qu'on peut utiliser pour des soins ou pour des préventions. Je pense qu'on assiste bien à un croisement entre des sciences qui sont excessivement mathématiques, algorithmiques, complexes, et des sciences qui sont excessivement celles du vivant, celles de la santé, et que ça va nous aider à mieux comprendre. Et si on comprend mieux, on pourra mieux soigner, on pourra mieux produire, et donc quelque part on améliore la qualité de vie collective, qui est l'objectif ultime de projets de type France 2030. Voilà, c'était ce message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Vous encourager à voir un certain nombre de lauréats qui seront exposés ici, et puis vous souhaiter évidemment une très bonne fin de journée, sachant que moi je vais retourner pour aller explorer d'autres voies de l'innovation, mais qui sans nul doute auront des impacts également sur la santé, en tout cas sur la mienne. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est important d'avoir un recul sur France 2030. C'est important également de voir qu'on est à une étape clé sur le numérique en santé. Et pour ça, j'aimerais inviter sur scène donc Ella Gariani, co-responsable du numérique en santé. Mais elle peut finir sa conversation avec Bruno, qui est peut-être importante, pour nous parler de la nouvelle gouvernance du numérique en santé. Merci beaucoup, Aymeric. Bonjour à tous. Alors, on va effectivement vous dire quelques mots de certaines des annonces que vous avez peut-être suivies depuis le début de l'année. Vous savez, au sein de la délégation au numérique en santé et de manière générale dans la politique publique du numérique en santé, on essaye de faire en sorte, depuis le lancement de la stratégie nationale autour de ces politiques-là, d'avoir une vraie approche collaborative, où entre acteurs publics, bien évidemment, on se parle au sein du ministère, avec les autres ministères, comme l'a dit Bruno, dans une démarche vraiment interministérielle, avec bien évidemment les collègues de l'assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. Voilà. Déjà, en interne des acteurs publics, on a mis en place pas mal d'actions pour travailler ensemble. Et petit à petit, on a aussi construit autour du Conseil du numérique en santé une véritable assemblée générale du numérique en santé, qui est un espace de dialogue, de communication et aussi de transparence sur ce que font les pouvoirs publics dans le champ du numérique en santé. Ce qu'on a réalisé, notamment en voyant les travaux du COSTRAT des données de santé avancer, c'est qu'en fait, plus on avançait, plus il y avait de réelles convergences entre ces différents sujets, parce que traiter des questions de sécurité, de données, et demain de la réutilisation de ces données, en fait, c'est des thématiques qui sont intrinsèquement liées et qui, généralement, réunissent les mêmes acteurs. Bien évidemment, du côté des pouvoirs publics, tout à l'heure je citais typiquement les collègues de l'assurance maladie, mais il y a aussi les collègues de la plateforme des données de santé. Et si on veut demain imaginer comment est-ce que les données qui sont aujourd'hui stockées dans mon espace santé
peuvent être mises à disposition des réutilisateurs pour la recherche, l'innovation ou l'intelligence artificielle, eh bien, il faut qu'on le fasse ensemble. Alors, on le fait ensemble du côté des pouvoirs publics, mais comme je le disais, aussi avec les acteurs de l'écosystème, les représentants des patients, bien évidemment, les représentants des acteurs de santé, des professionnels, mais aussi des établissements, des structures de santé, aussi bien du champ hospitalier que du champ médico-social, et bien évidemment les industriels qui vont être à la fois ceux qui vont mettre à disposition les logiciels, qui vont stocker ces données pour qu'on puisse demain les réutiliser, mais aussi ceux qui vont réutiliser ces données pour développer les algorithmes d'intelligence artificielle pertinents à notre système de santé ou bien les études cliniques qui vont nous amener les médicaments de demain. Et enfin, une communauté dont on a beaucoup parlé depuis le début de la séquence, bien évidemment la communauté de la recherche. Et donc ce qu'on a proposé et ce qu'on a mis en œuvre, c'est d'avoir cette gouvernance ouverte qui associe nativement l'ensemble des acteurs, du champ de la politique publique jusqu'aux acteurs de l'écosystème, pour travailler ensemble sur nos priorités de politique publique. Comment est-ce qu'on fait en sorte de déployer encore plus vite, encore plus fort, les priorités de la politique du numérique en santé, du champ du soin, de l'usage du numérique dans le contexte de la prise en charge, jusqu'au champ de la recherche et de l'innovation. Et donc on a fédéré toutes ces communautés-là dans une nouvelle gouvernance ouverte, pérenne, qui va faire en sorte que voilà, l'ensemble des acteurs se parlent. Très concrètement, à quoi est-ce que ça va ressembler? Tous les mois, on va réunir ce qu'on appelle, nous, le COMEX. Première réunion officielle, c'est mercredi prochain. Vous voyez à l'écran les acteurs qui représentent l'écosystème et on va définir ensemble un programme de travail qui sera annuel sur lequel on définira ensemble nos priorités. Un exemple, comment est-ce qu'on construit le catalogue des données de santé demain? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'utiliser de l'IA dans les données de mon espace santé? Et tout un tas d'autres thématiques qui, à chaque fois, vont refléter les priorités qui remontent de la part des acteurs et où nous, acteurs publics, on prendra nos responsabilités. On le disait tout à l'heure, par exemple, Fabrice a cité un certain nombre de freins réglementaires à l'usage des données, à l'innovation, et bien que ces sujets-là ils soient remontés dans cette instance et qu'on puisse ensemble les craquer. Donc, le COMEX, il se réunit, je le disais, pour la première fois mercredi prochain. Il va proposer un programme de travail et dans ce programme de travail, il y aura en fait ces groupes qui seront ouverts à tous les acteurs de l'écosystème. Vous êtes nombreux aujourd'hui, j'espère que vous serez aussi nombreux à participer à ces groupes de travail. C'est vraiment là qu'on construira ensemble la politique du numérique en santé. Alors ça, ce qu'on vous raconte, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Ça peut paraître comme ça, on va dire, très théorique, mais en fait, c'est de manière très concrète des hommes et des femmes qui vont travailler ensemble à définir des orientations et pas uniquement nous, acteurs publics du ministère, tout seuls dans nos bureaux, pas uniquement les chercheurs dans leurs labos ou les entreprises dans leurs boîtes, mais vraiment ensemble d'essayer d'identifier ce qui va nous permettre d'accélérer les usages du numérique dans le champ de la santé, que ce soit pour le soin, que ce soit pour la recherche, et aussi d'avoir une vraie stratégie collective pour faire de la France un leader européen de l'e-santé. Maintenant, on l'a évoqué, ça a été dit tout à l'heure en introduction, on se pose forcément collectivement la question de comment est-ce qu'on applique ça au champ de l'IA. L'intelligence artificielle, ça a été dit, c'est déjà d'abord dans notre quotidien à nous tous, c'est déjà très largement entré dans le contexte du soin, que ce soit des patients qui demandent à ChatGPT comment bien analyser l'imagerie qu'ils ont reçue de leur radiologue, ou bien des professionnels qui font de l'ambient AI dans leur cabinet, c'est déjà entré dans les pratiques. Néanmoins, ça va faire partie des technologies dont on va ensemble mesurer les impacts au fur et à mesure qu'elles se déploient. Et donc, comment est-ce qu'on arrive collectivement à avoir une politique qui soit à la hauteur face à une techno qui va de fait plus vite que nous? Eh bien, c'est en mettant en place un comité sur l'IA qu'on va vouloir vraiment en mode bottom-up, c'est-à-dire des usages concrets sur le terrain qui nous remontent pour qu'on puisse identifier, petit 1, les évaluations positives, négatives, mais aussi les modèles économiques manquants. Donc on y reviendra tout à l'heure, ça sera largement expliqué par Yann Maël et Émeric. On a travaillé ces derniers mois pour faire en sorte que cette approche de mettre autour de la table les acteurs qui utilisent ces technologies au quotidien et les acteurs qui les régulent, les financent et les promeuvent, c'est-à-dire nous, côté pouvoir public, eh bien ça soit un petit peu notre ADN collective dans la politique du numérique en santé. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'évolution de cette gouvernance.
faut vraiment pas hésiter à venir nous en parler au café. On est volontairement là dans des rendez-vous entre guillemets physiques pour avoir ces espaces de dialogue et de discussion. Et sinon, il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain Conseil du numérique en santé qui se tient au ministère le 17 décembre et qui sera l'occasion de présenter petit 1 tous les livrables des travaux qui ont été menés dans le cadre des co-strates des données de santé, mais aussi de définir ensemble le programme de travail de l'année prochaine. C'est là que vous verrez quelles sont nos priorités et comment vous pouvez y contribuer. Merci à tous. Merci beaucoup. Et justement, la transition est parfaite. On va maintenant faire une petite séquence sur la stratégie IA pour rentrer un petit peu dedans. Alors, vous allez avoir 3 niveaux. On fait du multi-échelle sur la stratégie IA, parce que Ella vient un petit peu d'expliquer certaines choses. On va passer quelques minutes avec donc Yann Maël, que j'invite sur scène. J'avoue que je ne sais pas où il est dans la salle. Il n'est pas là. Si, il est là. Et puis, et puis on va en parler sur un atelier de table ronde juste après, pendant 1 heure, dans un espace dans lequel vous pourrez nous poser toutes les questions. Rebonjour Yann Maël. Donc, petit historique hyper rapide pour rentrer dans le détail. C'est vrai que la stratégie, c'est une stratégie d'utilisation secondaire des données de santé et intelligence artificielle en santé. Les deux sont étroitement liés. Pour ne pas tout faire en même temps, on a dû décaler un petit peu les travaux. Il y a une publication le 1er juillet de la partie utilisation secondaire des données de santé et on va publier aujourd'hui la partie IA en santé qui devrait être mise en ligne aux alentours de 18h, 18h30. Ça, c'est pour faire garder le suspense et vous garder ici jusqu'au bout. Donc, elle est issue de nombreux travaux, de beaucoup de consultations. Elle est copilotée entre la DGOS et la DNS. Il y en a un comité de pilotage qui est une comitologie interne et avec toutes les instances publiques. Il y a également eu un groupe de travail du CNS et puis une large consultation où on a eu 90 contributions. Donc qui ont été pour l'immense majorité prises en compte. Et maintenant, l'idée, c'est en quelques minutes, qu'on est un tout petit peu en retard, vous présenter les choses. Alors, je vais peut-être passer relativement rapidement sur l'action. Ça marche. Sur l'action 1 que Ella a déjà couvert, l'action 1, c'est la mise en place d'une gouvernance. Donc, c'est une déclinaison de la gouvernance du numérique en santé appliquée à l'IA, avec un impératif qui était être certain que les besoins proviennent du terrain et non pas du ministère directement. Et là-dessus, donc, il y a la mise en place d'un comité d'experts qui sera constitué exclusivement d'experts terrain via les fédérations qui vont s'appuyer sur des initiatives existantes, notamment celle de la FHF, qui sera présente à la table ronde tout à l'heure pour expliquer justement ça plus en détail. Et puis, je vais passer la parole peut-être à Yann Maël également, et on va se partager un petit peu les actions. Sur la deuxième partie, pour réussir à orienter et à concentrer toutes nos forces. Ça coupe. Pardon ? Ah, bon, ça revient. Faut pas que je mette la main sur le pupitre, c'est ça ? D'accord. Ah, sur l'antenne directement. Ok. Bon, je demanderai à une Yann d'apprendre à me servir d'un micro bientôt. Donc, pour qu'on réussisse à concentrer toutes nos forces dans les mêmes directions, parce qu'on voit bien que sur l'IA, il y a énormément à faire et qu'il n'est pas l'heure de se disperser, on travaille à une cartographie sur la base de ce qui a été fait par l'ANAP cette année, en début d'année, pour pouvoir regarder ensemble le champ des possibles, orienter les acteurs de terrain et surtout se mettre d'accord sur les cas d'usage emblématiques et thématiques sur lesquels il faut absolument qu'on puisse avancer très rapidement. Je pense que vous l'aviez vu lors de la concertation et vous le referez dans le document final qui sera publié tout à l'heure. On a 7 axes dans lesquels on peut cibler des cas d'usage pour travailler ensemble, notamment sur l'accès aux soins, la recherche, l'administratif. Et sur chacune d'elles, vous verrez des actions proposées
concrètement pour pouvoir avancer dès demain, très rapidement, sur le déploiement et l'accompagnement de ces cas d'usage. On pense notamment au renouvellement de l'AMI qui a été fait cette année, l'année prochaine, ou le travail sur une plateforme de connaissances à destination des industriels et des professionnels de santé pour avoir disponible pour les IA et surtout pour des IA de qualité, des connaissances complètes et standardisées. Voilà, ce genre d'action concrète disponible dans la stratégie. Tout à fait. Et sur l'action 3, tu veux reprendre ce micro? Donc sur l'action 3, on a donc un axe extrêmement important qui est de favoriser les évaluations de l'IA. Donc c'est d'abord le partage de méthodologies d'évaluation communes de façon à pouvoir comparer les choses et fiabiliser les évaluations, qu'on évalue de l'IA qui soit embarquée dans des dispositifs médicaux ou des IA utilisées dans le cadre du soin, dans les procédures administratives. Il est important d'avoir des méthodologies qui soient communes, qui soient partagées, qui soient diffusées et sur lesquelles les résultats soient également diffusés. Donc là-dessus, il y a évidemment de multiples actions de la HAS. Il y a également des actions attendues de la part des tiers-lieux d'expérimentation et de tous les établissements de santé et les établissements du médico-social pour à la fois conduire, diffuser, puis adopter également des évaluations qui ont été faites par d'autres personnes. Dans ce volet évaluation, il y a évidemment, c'est bien de faire les évaluations, mais il faut pouvoir les faire. Donc il y a des problématiques d'infrastructure que Fabrice Andé a souligné, mais il y a aussi des problématiques de financement des évaluations elles-mêmes, qui est un domaine sur lequel on va pouvoir travailler plus particulièrement. Et puis enfin, en lien avec ces évaluations, les résultats des évaluations, elles doivent remonter dans un cercle vertueux avec justement le comité d'experts qui également sera chargé d'évaluer toutes les conséquences, les risques, les externalités négatives de façon à pouvoir réagir rapidement sur des technologies qui avancent très vite. Ça revient. Désolé pour le running gag avec passage de micro. Et sur l'axe 5, sur la partie formation, mobilisation de la formation et l'anticipation des impacts, je pense qu'on est tous d'accord dans cette salle sur le fait qu'il faut absolument pouvoir mobiliser la formation dans deux optiques différentes. Une, préparer les professionnels de santé de demain, mais aussi les professionnels de santé actuels à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi voir comment l'intelligence artificielle demain va impacter la façon de former des professionnels de santé, soit en optimisant la formation, soit au contraire, parce qu'il faut qu'on se pose la question du développement du raisonnement clinique, par exemple, d'un interne ou d'un externe, ou d'un professionnel de santé, à l'heure où il sera, entre guillemets, biberonné à l'IA dès le début de ses études. Voilà, c'est des choses qui sont cruciales et qu'il faut qu'on puisse anticiper dès maintenant et intégrer dès maintenant. Mais les impacts de l'IA, ça ne va pas être que ça va être aussi des impacts organisationnels, des impacts sur l'éthique. Je vois Brigitte Serroussi dans la salle, des impacts sur l'éthique, des impacts sur l'environnement. Et donc, il faut absolument qu'on puisse anticiper. Et là encore, on propose certaines actions pour pouvoir anticiper cela, à la fois en mettant en place, par exemple, des indicateurs sur la question impact environnemental, en travaillant notamment avec l'Agence de l'innovation en santé et les HCL sur des scénarios prospectifs pour essayer d'imaginer à échéance 15-20 ans l'impact du numérique et de l'intelligence artificielle sur les parcours de soins. Donc tout un programme que vous verrez dans la stratégie pour se mettre en position dès maintenant d'être en proactif et d'anticiper et de réfléchir dès maintenant aux impacts et surtout de mettre en place des actions dédiées. Et ceux d'entre vous qui sont vigilants ont vu qu'on avait zappé l'axe 4, mais on va le traiter maintenant. L'axe 4, c'est l'axe réglementaire. Donc il y a un travail pour expliquer la réglementation et également accompagner notamment les entreprises dans la mise en œuvre et le respect de ce cadre réglementaire. Pour autant, on n'a pas envie de complexifier inutilement, bien entendu, je tiens à le souligner. Et ça, on peut le faire en suivant les systèmes d'intelligence artificielle à travers l'ensemble de leur cycle de vie. Et puis, il y a également, en lien avec ce cadre réglementaire, le cadre de financement de ces systèmes. On l'a vu, et la ministre l'a rappelé, sur la mesure d'aide à la décision médicale. Il y a une nouvelle approche
de financement qui est tenté dans le PLFSS aujourd'hui, on voit que beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle ont besoin de modèles économiques un peu spécifiques. Et là-dessus, ce qu'on propose, c'est de pouvoir, chaque année, sur chaque PLFSS ou sur d'autres véhicules pertinents, pouvoir avoir un espace de discussion, d'élaboration et de proposition de nouveaux textes de façon à prendre en compte certaines spécificités des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, pour petit peu plus de détails et les questions, je vous invite dans cette même salle à la suite, donc sur l'atelier où on va présenter sous la forme d'une table ronde avec les acteurs qui ont contribué à la stratégie, où on va pouvoir vous expliquer et vous allez pouvoir poser toutes les questions, évidemment, avant d'avoir le texte, et vous pourrez vous plonger dans le texte pour votre soirée. Merci beaucoup Yann Maël. Et maintenant, donc, on va passer à la prochaine séquence sur un petit retour sur la stratégie d'accélération santé numérique. Alors évidemment, déjà pas mal de choses ont été dites dessus. L'idée là, c'est de faire de la place à des lauréats qui par ailleurs sont exposés dans les espaces d'exposition qu'il y a de part et d'autre de cette salle. Donc j'invite sur scène donc plusieurs lauréats à me rejoindre. Donc Maurice Ayot pour l'Université de Montpellier, Samantha Padelou pour le groupe Elsan et les entrepôts de données de santé, et Antoine Guyon-Varche pour le tiers-lieu, et puis Guillaume Calmont de RDS. Donc, sur la SASN, qui est le programme France 2030, on a évidemment un programme en 5 axes. Donc, je vais passer peut-être un petit peu rapidement dessus. Sur les axes, il y a un axe de formation, donc on a déjà largement parlé. Il y a un axe pour promouvoir la recherche, un axe sur favoriser l'exploitation des données, renforcer l'expérimentation et l'innovation ouverte, et puis préparer l'accès au marché, qu'il soit français ou européen. Donc ces chiffres-là, ils ont déjà été donnés. Je vais avancer vu qu'on est un tout petit peu en retard. Il y a des nombreux lauréats qui sont accompagnés. C'est un petit peu un des thèmes de la journée. Vous verrez dans les stands à côté, région par région, l'ensemble des lauréats sur ce triptyque emblématique qu'on a, que sont les formations, les tiers-lieux d'expérimentation et les entrepôts de données de santé, où on a une couverture nationale sur chacun de ces 3 thèmes qui est extrêmement importante. Donc sur la formation, effectivement, il y a les objectifs 130 000 apprenants à terme d'ici 2027, 70 000 l'année dernière. On imagine que ce sera un chiffre entre les deux l'année prochaine, mais on n'a pas encore les chiffres. Il faudra hélas attendre la fin de l'année pour avoir les chiffres. Mais là-dessus, donc j'aimerais solliciter le témoignage du professeur Maurice Ayot, donc, qui est directeur de l'école de santé numérique de l'Université de Montpellier. Donc ESN by UM, et peut-être revenir sur ce retour d'expérience, sachant que c'est un projet particulier puisqu'il y avait différentes actions qui étaient financées dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, et que le Montpellier est un petit peu la championne qui a répondu à l'ensemble des actions. Et donc ça va être un challenge pour Maurice de nous faire un résumé de tout ce qui est de là où ils en sont en quelques minutes. Merci Aymeric pour l'invitation. Alors c'est très simple, nous formons des professionnels de santé, des spécialistes du numérique, des affaires réglementaires, des juristes et également du management des établissements de santé. Donc les 5 actions qui étaient prévues dans l'AMI, nous avons créé pour la formation à l'école santé numérique de l'Université de Montpellier 12 unités d'enseignement personnalisées pour différents publics, une dizaine de formations diplômantes, dont un diplôme interuniversitaire, un master en cybersécurité, et nous avons également formé les formateurs. Alors aujourd'hui, en 2 ans et demi, nous avons formé plus de 8000 étudiants et étudiantes, dont 92% en fait sont des professionnels de santé, et l'essentiel, 86%, parce qu'on a regardé les chiffres, sont
des professionnels paramédicaux, mais aussi de l'interprofessionnalité. Et donc, toutes ces formations et toutes ces apprenants et ces apprenantes, eh bien, on le fait de façon à ce qu'ils soient réunis en interdisciplinarité, en interprofessionnalité. Et en fait, on ne le fait pas seulement sur une plateforme à distance, c'est un accompagnement personnalisé de proximité. Nous formons les formateurs qui accompagnent les étudiants et les étudiantes. Et donc, ce modèle, c'est un modèle très structurant sur le territoire. Il est structurant sur le territoire et il nous permet aussi, bien sûr, de regarder un petit peu plus loin, c'est-à-dire de venir partager avec la communauté des lauréats. C'est aujourd'hui, on l'a fait avec Laurent Fourcade à Limoges, avec Pascal Stassini et Stéphane Darmoni à Nice, et c'est ce qui nous permet d'être présents, de nous inspirer des expériences qui existent à travers la France et finalement d'améliorer et de faire évoluer nos formations en santé numérique et en intelligence artificielle. Est-ce que j'ai été suffisamment synthétique? C'était parfait, bravo. C'est un exercice difficile et on peut mesurer l'impact derrière sur déjà de ces formations sur ces professionnels de santé notamment. Alors l'impact, on peut dire il y a deux éléments qui sont très simples. Les unités d'enseignement ont fait partie d'arrêtés, de décrets, vous le savez pour celles et ceux qui ont suivi le sujet, et donc désormais ils sont implantés de façon stable. Donc nous avons mené ce travail et nous allons bien sûr le poursuivre et l'amplifier avec sans doute la stratégie IA en santé. Mais les masters, les différents parcours de master, parce que j'ai dit qu'on en avait créé plusieurs, eh bien, vont faire partie de la nouvelle offre de formation qui est en cours d'évaluation par l'HCDRS. Donc finalement, ça va être maintenu, ça va être développé et déployé. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que cet ensemble d'apprenance va se retrouver aussi autour d'un campus numérique innovant que je vous invite à aller visiter. On vous donnera le lien si c'est nécessaire. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est que aujourd'hui, le programme France 2030 sur les AMI en formation santé numérique est à mi-parcours. En fait, on arrive dans la deuxième partie, il nous reste en réalité 2 ans. Alors pendant ces 2 années, je pense qu'il faut qu'on s'empare du sujet, il faut qu'on s'appuie sur les expériences des différents lauréats et que l'on puisse finalement proposer d'avoir une réflexion pour un modèle national de formation en santé numérique et en intelligence artificielle. Il y a des exemples, on peut prendre l'exemple des IAE par exemple, ou d'autres exemples, de façon à pérenniser le programme et aller beaucoup plus loin que finalement ce qui nous a été offert, je dirais, par France 2030. Merci beaucoup. Je crois qu'on est un tout petit peu en retard. On va continuer sur la partie recherche. Alors, je ne vais pas forcément détailler beaucoup la partie recherche, parce qu'il y a eu un bel événement organisé par le programme d'équipement prioritaire de recherche santé numérique. On aurait aimé aujourd'hui, pour rien vous cacher, pouvoir vous annoncer des nouveaux lauréats, mais en tout cas, on n'a pas eu toutes les validations, donc restez connectés. On va prochainement pouvoir annoncer des nouveaux lauréats sur le PEPR santé numérique qui ont été quasiment tous validés. Sur l'axe favoriser l'exploitation des données, j'aimerais donner la parole à Samantha Padlou, qui est directrice développement et partenariat Healthcare Data Institute pour le projet ELSAN. Alors l'activité sur les données de santé sur l'espace européen est extrêmement dense. On voit que l'EDS ELSAN a commencé il y a déjà quelques années, a été boosté par France 2030. Donc, qu'est-ce que ça a permis de faire, le programme France 2030, et où en est le projet aujourd'hui? Bonjour à tous. ELSAN, c'est un groupe hospitalier qui est d'envergure nationale. On a plus de 200 hôpitaux et structures de soins partout en France, et donc non physiquement sur le même site. Donc pouvoir maîtriser et réutiliser les données de santé, c'était vraiment extrêmement important pour pouvoir piloter simplement l'offre de soins, piloter l'accès aux soins, piloter la qualité des soins. En parallèle, on a aussi une activité de recherche qu'on réalise. Et finalement, historiquement, ces activités elles étaient réalisées de manière organisationnelle, un peu en silo.
L'arrivée de l'entrepôt de données de santé, c'est l'opportunité de pouvoir travailler en synergie en réutilisant les mêmes données de santé qui sont collectées dans le cadre du soin pour plusieurs finalités, pour faire mieux du pilotage, pour faire plus de qualité des soins, pour avoir des études de faisabilité sur de la recherche, réaliser plus de recherches et réaliser de nouvelles recherches qu'on ne pouvait pas faire parce que ça devient trop compliqué, parce que ça devient trop long. Donc aujourd'hui, le programme France 2030 nous a vraiment aidé à accélérer dans cette dynamique qu'on avait déjà lancée et d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, aujourd'hui, d'avoir un entrepôt de données de santé qui est opérationnel. Et ça, c'est une grande source de satisfaction. On est 16 lauréats à avoir été soutenus par France 2030. Et ça a vraiment permis de mener des travaux avec plus d'ampleur, plus de méthodes, plus de cadres, un accompagnement de la part de tous les acteurs. Et c'était extrêmement précieux. Donc aujourd'hui, l'entrepôt est fonctionnel. On a 11 millions de patients dont les données sont dans l'entrepôt. Donc c'est extrêmement significatif. Le potentiel est vraiment là. Et on commence à avoir les premiers cas d'usage qui commencent à être réalisés sur de la recherche, sur des études de faisabilité, sur de la qualité des soins et aussi sur du pilotage médico-économique. Merci beaucoup. Effectivement, le pilotage, pas toujours mentionné, mais extrêmement important sur l'usage des entrepôts de données de santé, qu'ils soient locales ou nationales également. Donc, il y a également l'axe suivant que je voulais aborder, c'est l'axe d'expérimentation. Donc, on en a parlé dans le cadre de l'IA. C'est vrai qu'on a démarré le programme des tiers-lieux avec un objectif qui était de 30 tiers-lieux. Donc, on en a 37 aujourd'hui, un petit peu plus que prévu, avec 115 projets qui ont été financés, mais finalement beaucoup plus de projets qui ont lieu dans ces tiers-lieux, en dehors des financements. Sur les sujets tiers-lieux, en fait, on a un duo sur le sujet tiers-lieux de Antoine Guyon-Varche, qui est chef de projet innovation en santé numérique dans le tiers-lieu. Je suis désolé, j'ai un trou sur le nom. Onco-Atlantique. Oui, Onco-Atlantique. Et puis Guillaume Calmon, donc le Head of Business Development de RDS. Donc la question pour Antoine déjà, c'est est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne un tiers-lieu, comment il a permis l'accompagnement et où est-ce que vous en êtes sur la mise en place du tiers-lieu? Alors concrètement, aujourd'hui, un tiers-lieu, il y en a 37, comme vous le disiez. Donc ce sont 37 consortia qui sont pilotés plutôt par des établissements de soins et qui ont été mis en place dans le cadre de France 2030 avec une mission qui est celle d'accompagner les entreprises du numérique en santé à dérisquer leurs projets et à accélérer leur feuille de route de développement. Concrètement, aujourd'hui, pour les établissements qui sont lauréats de cet appel à projet, être tiers-lieu d'expérimentation, c'est une reconnaissance en fait sur la capacité qu'ont eu les établissements à se structurer, à se mettre en marche pour accompagner le numérique en santé. Et ça a donc un vrai effet en fait d'accélération pour pouvoir attirer les startups et faire en sorte qu'elles nous identifient bien comme étant des établissements calibrés, aptes et structurés pour les accompagner. Donc nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du tiers-lieu onco-atlantique, on fait partie des 3 tiers-lieux dédiés à l'oncologie, avec une spécificité qui est de se positionner sur les parcours complexes, de la prise en charge le diagnostic des biomarqueurs jusqu'aux patients en dehors des murs de l'hôpital. Et donc aujourd'hui, on a structuré vraiment toute une offre d'accompagnement au sein de notre tiers-lieu d'expérimentation qui vise principalement donc, à accompagner les startups et les industriels plus largement sur de l'expérimentation en vie réelle. Donc on se focalise principalement là-dessus, depuis l'étude d'usage jusqu'à de l'investigation clinique. On parlait tout à l'heure des évaluations de ces solutions numériques. C'est ce que l'on fait concrètement aujourd'hui dans notre tiers-lieu d'expérimentation avec nos 3 partenaires que sont le Digital Medical Hub, l'Institut Bergonié et le CHI de Mont-de-Marsan. Et grâce à ces partenaires-là, on a effectivement plusieurs terrains d'expérimentation proposés aux industriels, mais aussi toute une offre de services autour du market access, ce qui nous permet derrière en fait, de concrètement proposer des expérimentations et de proposer à la start-up de créer un actif sur lequel elle va pouvoir s'appuyer. Donc ce n'est pas simplement, j'ai envie de dire, expérimenter pour expérimenter, c'est aussi permettre à la start-up d'avancer, donc l'aider à avancer sur son marquage CE, d'avancer sur son dossier de remboursement, sur toutes les preuves qu'elle a apportées demain pour un achat hospitalier par exemple. Et donc ce tiers-lieu, il s'inscrit plus globalement dans une politique d'innovation de l'Institut où on a un accélérateur qui s'appelle Impulse by ICO, dans lequel on a aussi des accompagnements autour de la data ou de l'investissement. Et donc l'expérimentation est un pan de cet accompagnement global. Et le financement de France 2030 nous a vraiment permis d'accélérer ça, puisqu'on accompagne aujourd'hui spécifiquement sur l'expérimentation pas moins d'une quinzaine de projets.
Merci beaucoup. Et donc Guillaume, côté RDS, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement la nature de l'expérimentation et en quoi ça a aidé l'entreprise? Alors oui, tout à fait. Déjà, RDS, c'est une start-up du numérique en santé. On fabrique en Alsace un dispositif innovant. Et j'en profite pour remercier le programme France 2030 dont on a bénéficié de multiples manières, y compris en partenariat avec le tiers-lieu onco-atlantique. Et la problématique, c'est quoi? Nous, on est sur les parcours de soins et on s'intéresse à ces parcours patients après des chirurgies lourdes. Ça touche en particulier des patients âgés et avec des risques de complications. Donc, ce projet, c'est de suivre ces patients, de sécuriser leur retour à domicile avec notre dispositif connecté multisens et à la fois par ce projet d'obtenir des preuves cliniques de l'efficacité du dispositif qui est déjà marqué CE depuis 2024, mais aussi des preuves médico-économiques qui vont servir notre stratégie de remboursement ou d'accès au marché. Et si je peux ajouter juste un tout petit mot sur les patients âgés qui sont vraiment un point qui me touche personnellement. C'est des patients qui ne demandent pas, on va dire, une Apple Watch ou des choses compliquées, qui sont des patients des fois difficiles en termes d'adhérence et qui apprécient particulièrement notre dispositif. On a une étude au CHU d'Amiens où ils sont très satisfaits du confort et du fait qu'on ne leur demande pas des choses additionnelles. C'est un dispositif qui leur permet d'être rassurés et de rentrer chez eux, de vivre leur vie de convalescence chez eux en toute sécurité. Merci beaucoup. On finit sur la SASN, sur l'accès au marché des innovations. Donc aujourd'hui, il y a donc 44 dispositifs médicaux qui sont pris en charge par l'assurance maladie, que ce soit via Pécan ou le droit commun. Et il y a des solutions effectivement qui sont bénéficiaires de Pécan particulièrement. Et puis, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont accompagnées. Bruno Bonnel a souligné également une action export sur laquelle on accompagne les entreprises à l'export. Et puis il y a également Genius qui accompagne l'ensemble des entreprises, entre autres sur l'export et sur d'autres sujets. Donc on va passer sur ce prochain sujet, mais d'abord j'aimerais remercier l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup pour tous vos témoignages et tous les retours qu'il y a sur la SASN. Et donc, j'invite pour le bouquet final Julien Plagne qui va nous parler de Genius, car c'est aussi l'anniversaire de Genius, il me semble. Après moi, c'est fini. Donc bonjour à tous, je suis venu vous parler des 5 ans de Genius. Donc 5 ans, c'est beaucoup. En santé numérique, c'est un peu comme en âge de chat. Il se passe beaucoup de choses, donc entre 3-4 nouvelles innovations technologiques et une dizaine de nouveaux acronymes. Donc c'est beaucoup. Donc on me disait la semaine dernière que la santé numérique, c'était un peu comme un escape game quand on ne connaît pas. Le temps de trouver les bons interlocuteurs, les règles du jeu et aussi décrypter les sigles justement qui sont arrivés. Et si on est encore là, trouver les financements adaptés à son projet. Et justement, c'est là-dessus que Genius intervient. Genius, c'est un peu comme le Waze de la santé numérique, enfin plus le Via Michelin. Vous dites où vous êtes, ça vous dira par où passer et comment atteindre vos objectifs, que ce soit dans le réglementaire, les acteurs ou même le financement. Et on vous dira éventuellement s'il y a des travaux sur la route. Et pour les radars, je vous laisserai aller voir par vous-même. Et donc, sur Genius, ce n'est pas pour rien que depuis sa création, donc en octobre 2020, on a eu plus de 500 000 visiteurs uniques, 1 million de pages vues, 4 000 membres de la communauté, 6 300 abonnés LinkedIn et des fiches acteurs et du contenu qui est régulièrement mis à jour et qui va tout de suite à l'essentiel. Donc, puisqu'en fait, Genius, ce n'est pas juste un site internet, c'est vraiment la culture de l'innovation où l'État est vraiment un partenaire et non juste un simple guichet. Donc, sur l'avenir de Genius, donc dans l'année qui vient, une implication beaucoup plus forte sur les régions, l'international et aussi des choses concrètes sur l'IA. On ira à l'essentiel, on vous dira quoi faire, à quel moment, comment et comment le faire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Genius, il y a un QR code, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de créer de compte.
Et pour ceux qui connaissent déjà Genius, les fidèles de la première heure, merci à vous. Et donc je vous dis à dans 5 ans. Et si d'ici là, Genius est devenu obsolète, ça voudrait dire qu'on a réussi à rendre la santé numérique simple. Merci à vous. Donc vous avez en live la démonstration du chatbot, petite pub, c'est une entreprise donc, française, donc ça c'est le hashtag souveraineté, qui est le moteur du chatbot derrière, qui fonctionne vraiment très très bien. Et je vous encourage à l'utiliser et il est basé sur des informations qui sont donc fiables et vérifiées. Donc on va clore la séance plénière, pas la journée. Maintenant, il y a un grand programme qui vous attend. Il y a 2 séries d'ateliers et un espace d'exposition. Et entre donc 16h15 et 17h, il n'y aura pas d'atelier justement pour vous encourager à venir échanger sur les stands. Les stands sont à l'effigie des différentes agences régionales de santé et contiennent l'ensemble des lauréats, donc tiers-lieux d'expérimentation, entrepôts de données de santé et les universités et les écoles sur les lauréats CMA pour la formation. Donc n'hésitez pas, vous avez normalement sur votre badge les ateliers sur lesquels vous êtes inscrits. Je vous encourage à essayer autant que possible de respecter ces inscriptions et vous pouvez quand même voir si vous voulez aller dans un atelier dans lequel vous n'êtes pas inscrit, s'il reste des places une fois que tout le monde s'y sera retrouvé. Merci à tous, merci encore à l'ensemble des intervenants et je vous dis rendez-vous tout à l'heure pour la plénière de clôture à 18h15 où on fera un récapitulatif de l'ensemble des ateliers. Merci.